Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. C'est une scène assez surréaliste quand on y pense. Complètement. Au beau milieu de la nature sauvage en Alaska, entouré de glaciers millénaires, de grands silences. Puis là, un garde d'un parc national monte à bord d'une véritable ville flottante. Ouais, une ville qui fonctionne avec des technologies qu'on s'attendrait vraiment plus à voir dans un quartier général, la Silicon Valley, là, t'sais. En plein ça. C'est un choc des mondes total. D'habitude, une analyse d'entreprise, ça ressemble à un long fleuve tranquille, genre des fusions, des acquisitions, des trucs assez arides. Ah, tellement. C'est souvent très corporatif. Mais l'histoire qui nous occupe aujourd'hui, ça commence avec un seul petit bateau loué pendant sa saison morte, puis ça se termine en un empire logistique mondial. Et c'est un contraste qui est super fascinant pour définir notre exploration d'aujourd'hui. D'ailleurs, si on regarde l'arrière-plan derrière moi en ce moment, c'est exactement ça. Ah ouais, les cartes marines. Ouais, des anciennes cartes marines de l'Alaska avec leur tracé un peu romantique, mais complètement superposé par des schémas numériques, des plans de navires de haute technologie propulsés au gaz naturel liquéfié. C'est vraiment la nostalgie qui rencontre la très haute technologie. C'est une super belle image. L'objectif de notre plongée en profondeur aujourd'hui, c'est de décortiquer la mécanique interne de Princess Cruisers en cette année 2026. Exact. On va pas lire une brochure de voyage, là. L'idée, c'est vraiment de comprendre le moteur d'un géant. Et nos données aujourd'hui viennent d'une source qui est particulièrement riche, le guide exhaustif d'Aéria Voyage. Un excellent guide, rédigé par leur spécialiste Yvan Junior Blanchette. Oui, très détaillé. Quiconque s'intéresse à la logistique monumentale ou se demande comment on peut déplacer des milliers de personnes sans que ça tourne au chaos absolu, va découvrir des choses fascinantes sur la gestion d'une flotte de 17 navires. Des navires qui sillonnent littéralement tous les continents. Exactement. Bon, décortiquons tout ça. Pour comprendre comment Princess opère à cette échelle colossale en 2026, faut faire un petit retour en arrière. Faut absolument comprendre d'où la compagnie tire son ADN, ouais. Tout a commencé en 1965 avec une idée super simple, on pourrait même dire opportuniste. Opportuniste comment? Un entrepreneur qui s'appelait Stanley McDonald a remarqué qu'un navire canadien, le Princess Patricia, restait inactif pendant l'hiver. Il servait à rien. Ah, fait qu'il l'a juste loué. C'est ça, il a décidé de le noliser pour l'envoyer faire des boucles sur la Riviera mexicaine au départ de Los Angeles. Le concept même de la compagnie, son nom, puis même le logo original avec la princesse, ça découle tout de ce seul petit bateau emprunté. C'est fou pareil. Le saut entre un seul bateau, loué l'hiver, puis le statut de 3e plus grande compagnie de croisière au monde en revenu net, là, c'est... Ça se fait pas par magie. Vraiment pas. Ils célèbrent leur 60e anniversaire en 2025, mais entre les années 60 et aujourd'hui, il y a eu un gros catalyseur, un moment précis où la croisière est passée d'un truc un peu niche à un gros phénomène de masse. Absolument. Et ce catalyseur-là, c'est la télévision. C'est carrément impossible d'analyser cette entreprise-là sans parler de la série The Love Boat ou La croisière s'amuse en français. La fameuse émission. Ouais. En 1977, la chaîne ABC lance cette série-là qui se passe sur le Pacific Princess. Puis ça a duré 9 saisons quand même. 9 saisons, c'est énorme. C'est pas juste un petit placement de produit. Non, c'était la création d'un imaginaire collectif complet. On parle de dizaines de millions de personnes qui voyaient cette marque-là dans leur salon chaque semaine. Ça a littéralement enseigné au grand public c'était quoi une croisière. Le capitaine souriant, le soleil, le romantisme accessible. En plein ça. Mais tu sais, c'est comme si l'entreprise basait tout son modèle sur un immense succès culturel. Le danger avec la nostalgie, c'est de devenir un peu ringard. Comment une compagnie fait pour garder l'âme d'une vieille émission de télé, tout en réussissant un redémarrage digne d'un film de science-fiction? C'est ça qui est stratégiquement brillant dans leur cas. Ils ont jamais essayé de cacher cet héritage-là. Ah non. Non. Plutôt que de s'en distancer pour paraître ultra moderne puis froid, ils l'ont assumé puis ils l'ont réinventé. Donne-moi un exemple de comment ils font ça. Quand le Sun Princess a été lancé en 2024, la direction l'a positionné super clairement comme le, je cite, Love Boat de niveau supérieur. Ah wow. Il capitalise sur le sentiment de romantisme, de confort, mais il l'intègre dans une architecture navale qui a absolument plus rien à voir avec les bateaux des années 70. Ouais, puis parlons-en de cette architecture-là.
Parce que la flotte de 2026, c'est un véritable défi d'ingénierie. C'est gigantesque. On compte 17 navires divisés en 4 classes très spécifiques. Puis chaque classe est conçue pour résoudre un problème logistique différent. Exact. Par exemple, la classe Coral sont des navires d'environ 2000 passagers. On pourrait se demander pourquoi garder des navires plus petits quand la tendance de l'industrie, c'est le gigantisme. C'est une super bonne question. Puis la réponse, elle est purement géographique. Exact. C'est le canal de Panama le cœur. Leur largeur est calculée au millimètre près pour pouvoir traverser les anciennes écluses. C'est vraiment de la conception fonctionnelle. Tout à fait. Ensuite, on a le cœur de la flotte, qui sont les classes Grand et Royal, qui naviguent avec, mettons, entre 2600 puis un peu plus de 3600 passagers. Mais le véritable changement de paradigme, c'est la toute nouvelle génération. La classe Sphère. Ouais, avec le Sun Princess puis le Star Princess, qui vient tout juste de faire ses débuts pour la saison 2026. Là, on parle plus de simples bateaux. Pantoute, on parle de structures de 177-180 tonnes. Pour mettre ça en perspective pour notre auditoire, c'est l'équivalent de prendre plusieurs gratte-ciels du centre-ville, de les coucher sur le côté puis de les déplacer sur l'océan à une vitesse de 20 nœuds. C'est ahurissant de penser que ça flotte. Puis encore plus que ça accueille 4300 passagers en même temps. Tellement! Mais le gros défi avec des mastodontes pareils, tu sais, c'est l'énergie. C'est pour ça que la classe Sphère marque le passage au gaz naturel liquéfié, le fameux GNL. Plutôt que le vieux carburant lourd. C'est ça. Au lieu de brûler du mazout traditionnel qui pollue énormément, ils utilisent un carburant qui réduit de manière drastique les émissions de particules fines. C'est rendu une obligation aujourd'hui, non? Presque existentielle, ouais. Surtout pour une compagnie qui veut naviguer dans des zones ultra sensibles comme l'Alaska ou les fjords de Norvège. Ouais. Puis visuellement, ces navires-là se démarquent aussi. Yvan Junior Blanchette mentionne dans son guide des structures comme The Dome. Ah oui, The Dome. C'est un gigantesque espace vitré perché au sommet du navire, inspiré des terrasses en Grèce à Santorin. C'est une prouesse qui redéfinit complètement la répartition du poids du bateau. C'est fascinant d'un point de vue physique, mais pour moi, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avoir 4300 personnes sur un espace confiné. Même si c'est gros, ça reste confiné. Exactement. C'est la recette parfaite pour un cauchemar logistique. Mettons que 4000 personnes décident d'aller souper en même temps ou de débarquer au port en même temps. Ça crée des files d'attente épouvantables. Des frustrations, des cartes de chambre perdues. Comment ils évitent que ce gratte-ciel flottant-là devienne un énorme bouchon de circulation humain? La réponse, c'est pas de construire des couloirs plus larges. La réponse de Princess, elle est entièrement numérique. C'est là qu'entre en jeu la technologie médaillon de classe. Ah, le fameux médaillon. Tout repose sur le Ocean Médaillon. C'est un petit disque portable, tu sais, gros comme un 25 sous environ. Mais c'est pas juste une carte de chambre qui a une forme différente, là. On parle d'autre chose. C'est un mini-ordinateur. Ce médaillon-là communique en permanence avec des milliers de capteurs intégrés de manière invisible partout dans le navire. C'est un réseau maillé, un mesh network, qui marche avec du Bluetooth basse consommation. Fait que concrètement, ça fait quoi? Quand un passager marche dans le couloir, le navire le sent arriver. La porte de la cabine se déverrouille avant même que la personne touche la poignée, puis un petit écran qui lui dit « Bonjour » avec son prénom. C'est fou. Puis ça marche pour la restauration aussi? Tellement! Imagine, quelqu'un s'assoit au bord de la piscine, ouvre l'application sur son cell, commande un cocktail ou une pizza, puis le serveur trouve cette personne-là avec précision parmi 4000 autres passagers. Sans donner le numéro de chaise ou de table? Zéro. La géolocalisation fait tout le travail. C'est comme avoir un système de contrôle aérien ultra sophistiqué, mais pour gérer la fluidité des humains. C'est une super bonne analogie. Le système prévient les bouchons en temps réel. Si les capteurs voient que le buffet principal commence à être trop plein, les écrans dans les ascenseurs vont commencer à faire la promo d'un autre resto, plus calme, sur un autre pont. Ça répartit la foule naturellement. De manière organique, ouais. Par contre, attends une minute. Ouais? Si on analyse ça d'un œil un peu critique, à chaque fois que je prends un café, que je vais aux toilettes, que je m'assis sur le pont, il y a un réseau qui triangule ma position exacte. Ça sonne un peu comme de la surveillance de masse, là, tu sais. Se faire pucer pour des vacances, c'est un scénario dystopique. C'est sûr que vu de même... Pourquoi les gens acceptent d'être suivis à la trace de même? C'est une réaction super naturelle de se poser la question, mais c'est un compromis fascinant sur le plan du comportement des consommateurs. La réalité, c'est que la vaste majorité des voyageurs cèdent leurs données avec le sourire pour une seule et unique raison. Laquelle? L'élimination totale de la friction.
En vacances, la friction, c'est l'ennemi numéro 1. Ah, je vois. Attendre en file, c'est de la friction. Chercher la carte de sa chambre avec les mains pleines de serviettes mouillées, c'est de la friction. Puis surtout, devoir chercher ses adolescents sur un navire de 180 000 tonnes, c'est une friction majeure. Ah ouais, voilà le vrai argument de vente pour les parents. Exact. C'est souvent cité comme la fonctionnalité la plus appréciée. Un parent ouvre son téléphone puis voit que son plus jeune est dans la zone de jeu puis que l'ado est au cinéma. Le niveau d'anxiété qui disparaît. C'est immense. Le navire devient un environnement super sécuritaire et prévisible. C'est pas de la surveillance pour vendre des données, c'est de la télémétrie utilisée en direct pour optimiser le service. Et pour que tout ce gros système nerveux là, fonctionne, au milieu de l'océan Pacifique, ça prend une bande passante incroyable. C'est clair. C'est pour ça qu'en 2026, ils ont basculé toute la flotte vers le médaillon NetMax. C'est propulsé par des réseaux satellitaires de basse orbite. Comme Starlink. Ouais, entre autres. Pouvoir faire un appel vidéo en haute définition sans aucun décalage pendant qu'on navigue dans un fjord isolé d'Alaska, c'est game changer. Surtout pour les gens qui font du télétravail ou les voyageurs solo. L'infrastructure est tellement intégrée qu'elle devient visible. Mais tu sais, opérer des gratte-ciels au GNL avec un réseau satellitaire privé puis des milliers de capteurs, ça coûte une fortune. Oh oui, ça se paye. Toute cette absence de friction a un prix, ce qui nous amène à la stratégie financière. Historiquement, le gros problème des croisières, c'était le choc de la facture à la fin. Ah oui, la fameuse facture du dernier jour. T'achetais un billet pas trop cher, puis le dernier soir, une petite enveloppe glissée sous la porte avec 1500 $ de frais pour des bouteilles d'eau, du Wi-Fi, puis des pourboires. Ça détruisait l'ambiance assez vite. Ça brisait l'immersion totale. Comment Princess gère ça maintenant? C'est ce qu'on appelle en économie comportementale la douleur de payer, le pain of paying. Chaque fois qu'on sort une carte de crédit pour un café à 4 piastres, le cerveau enregistre une petite expérience négative. Fait que pour éliminer ça, ils ont structuré leurs tarifs différemment. Exact. Ils ont mis en place une structure à 3 niveaux. Le but, c'est de changer la psychologie de la dépense. C'est comme le concept du péage sur l'autoroute. Est-ce qu'on préfère s'arrêter à chaque 5 km pour chercher du petit change ou on achète la passe annuelle pour passer sous les portiques à 100 à l'heure? Super bon exemple. Princess fait exactement ça avec ses forfaits plus et premiers. Le tarif standard, c'est la fondation, tu sais, la cabine, le médaillon, les repas de base. Mais l'incitation à prendre le forfait supérieur est massif. Le forfait Princess Plus, ça tourne autour de 65 à 70 $ par jour, c'est ça? Ouais, ça ajoute une grosse couche de confort. Ça couvre le Wi-Fi, les pourboires de l'équipage, les boissons jusqu'à un certain prix. Ça annule même les frais de livraison quand on commande une pizza à la piscine avec l'application. Et si on veut vraiment plus jamais penser à l'argent du voyage, il y a le forfait premier, autour de 100-105 $ par jour. Là, on rentre dans le vrai tout inclus. Boissons illimitées, Wi-Fi pour 4 appareils, resto de spécialité, des crédits massifs pour les excursions à terre. Le calcul se fait vite pour un passager. S'il prend un peu de vin, vérifie ses courriels puis fait une excursion, c'est rentabilisé. Exactement, puis pour la compagnie, l'avantage est colossal. Au lieu d'espérer que le monde va dépenser à bord selon la météo, leur humeur, la compagnie encaisse un revenu garanti des mois avant le départ du navire. C'est une injection de liquidité qui sécurise toute la chaîne logistique. Le client achète la paix d'esprit, puis la compagnie achète la prévisibilité. C'est brillant. Bon, on a des navires de haute technologie, un système qui gère les foules à la perfection, et un modèle économique en béton. Mais s'il y a un endroit sur Terre où cette machine-là montre son avantage absolu, c'est en l'Alaska. Ah, l'Alaska, c'est le joyau de la couronne, sans pontesse. C'est vraiment leur territoire. Ils y naviguent sans interruption depuis 1969. Pour donner une idée de l'ampleur à ceux qui nous écoutent, la saison 2026, c'est la plus grosse de leur histoire. On parle de 180 traversées. C'est 19 destinations différentes, puis 8 navires déployés en même temps dans la région, incluant le nouveau Star Princess. Leur intégration est tellement profonde que dans le parc national de Glacier Bay, les gardes forestiers fédéraux montent physiquement à bord des navires. Ils utilisent le système de son du bateau pour expliquer la géologie des glaciers aux passagers. C'est un accès super privilégié. Mais pourquoi eux? Je veux dire, n'importe quelle méga coopération ex-budget pourrait acheter un bateau, l'envoyer à Juneau puis vendre des billets? En théorie, oui. Pourquoi Travel Weekly les a élus meilleure ligne de croisière en Alaska 22 fois de suite? Qu'est-ce qui empêche un concurrent de s'imposer demain matin? C'est ce qu'on appelle un fossé économique. Puis dans ce cas-ci, le fossé, il est pas sur l'eau, il est sur la terre ferme. L'arme secrète de Princess, c'est leur infrastructure terrestre. Des fameux cruise stores.
C'est ça, des forfaits qui combinent la croisière et l'exploration terrestre. Puis attention, ils font pas affaire avec des sous-traitants. C'est ça qui m'a renversé dans les notes d'Aéria Voyage. Ils possèdent carrément leur propre hôtel. Exact. Ils ont 5 énormes pavillons en pleine nature, les Wilderness Lodges. C'est construit stratégiquement aux portes des grands parcs nationaux comme Denali. Puis pour relier les navires à ces hôtels-là, ils ont leur propre train privé. Les wagons à dôme de verre. Le service direct de Wilderness. Les wagons traversent la toundra. C'est la définition d'un monopole. Tu sais, construire un navire, ça prend peut-être 2 ou 3 ans en Europe, mais négocier des terres près de parcs fédéraux en Alaska, construire des hôtels avec des saisons de construction 3 mois à cause de l'hiver, puis obtenir des droits de passage pour des trains privés, ça prend des décennies. C'est en plein ça. Un concurrent peut amener le plus beau bateau du monde en Alaska, mais une fois que les passagers débarquent au port, ils ont nulle part où aller avec ce niveau d'intégration. Et avec le médaillon en plus. Ah oui, le passager laisse ses valises devant sa cabine le matin, prend le train privé puis retrouve ses valises dans sa chambre d'hôtel en plein milieu de Denali le soir même, sans jamais y avoir touché. La logistique physique est une barrière à l'entrée pratiquement infranchissable pour les autres. Quand on regarde l'échiquier de l'industrie en 2026, on comprend mieux leur positionnement. Princess s'est installé dans la zone boucle d'or de l'industrie, le premium accessible. Ni trop froid, ni trop chaotique. C'est pas un parc d'attractions avec des montagnes russes, mais c'est parfait pour les voyages intergénérationnels. Les grands-parents, les parents puis les ados y trouvent tous leur compte. L'analogie de la boucle d'or est parfaite. Parce que la segmentation de l'industrie est rendue extrême. Oui, si on compare avec d'autres. Juste dans leur propre groupe, tu sais, t'as Holland America Line qui attire une démographie plus âgée avec des conférences puis des voyages plus longs. De l'autre côté, Celebrity Cruises mise sur le design hyper contemporain puis la grande gastronomie avec le chef Daniel Boulud pour un public plus urbain. Sans parler des lignes hyper spécialisées. Exact. Si un voyageur cherche l'immersion avec de petits navires, il va vers Azamara. Si la bouffe est l'unique priorité, c'est Oceania. Puis si le budget est illimité, avec les vols en première classe inclus, c'est Regent Seven Seas. Faut être critique sur ce qu'on cherche. Princess offre une domination logistique puis un confort sans heurts à grande échelle. Mais c'est pas pour ceux qui veulent un petit voilier intime ou un bateau sans enfants. C'est le contrat, la fiabilité absolue d'une expérience haut de gamme sans friction. L'élimination totale de la friction, c'est le fil conducteur. Ça nous ramène à l'essence de la compagnie. On a commencé avec la nostalgie des années 70, The Love Boat. Mais en dessous, c'est un prédateur logistique redoutable. Des navires au GNL, un réseau de capteurs de la taille d'un 25 sous, une tarification qui achète la paix d'esprit, puis un monopole terrestre en Alaska. C'est une évolution magistrale. Mais si ça soulève une réflexion fascinante sur la nature du voyage. Je t'écoute. Si l'intégration technologique élimine absolument toute attente, tout imprévu, toute petite erreur de parcours et toute friction, est-ce qu'on risque pas de perdre la sérendipité? La part d'imprévu. De voyage naissent d'un détour inattendu ou d'un moment où on est un peu perdu. La grande question, c'est de savoir si le confort ultime pourrait finir par devenir l'ennemi de l'aventure. C'était un méchant beau paradoxe. Trouver l'équilibre entre des vacances parfaitement huilées pour se reposer, puis l'inconnu qui rend ça mémorable. C'est tout un art. Entre un petit bateau loué l'hiver et un empire connecté par satellite, la quête du voyage parfait fait juste commencer. C'est là-dessus qu'on va laisser cette exploration reposer aujourd'hui. On laisse notre auditoire méditer là-dessus. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.